Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est envolé ce samedi pour New York aux États-Unis. Il va représenter le président Alassane Ouattara à la 74e Assemblée générale de l'ONU qui se tient du lundi 23 au 30 septembre prochain. Le vice-président ivoirien interviendra à l'ouverture du débat général et prendra part à d'autres rencontres. Sur place ici, la région du Nzi se prépare à accueillir le président de la République. Nous ferons une incursion dans le secteur de l'éviaculture, activité en plein essor dans la région grâce à une société privée, 4000 hectares exploités en Dimboko et Bokanda, ce qui ouvre de nouvelles perspectives d'investissement. La Côte d'Ivoire prend part à une rencontre sur les droits de l'homme à Genève, en Suisse. La délégation ivoirienne conduite par la secrétaire d'État Aimé Zébéyou vient d'accepter 9 recommandations sur les 20 reportées au mois de mai dernier. Cette décision intervient après plusieurs séances de travail avec des experts. Le président tunisien déchu Ben Ali a été inhumé ce samedi à Médine, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Une partie de sa famille recevra par ailleurs des condoléances ce dimanche à Tunis. Chassé par la rue le 14 janvier 2011, Ben Ali est décédé jeudi dernier en Arabie Saoudite où il était en exil. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il est le 8e président de l'UNJCI. Jean-Claude Coulibaly a pris officiellement les rênes du conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Son prédécesseur, Moussa Traoré, DMT, lui a passé la main hier vendredi. Il a été élu pour un mandat de 3 ans et son ambition est clairement affichée. Travailler à l'unité et surtout à l'amélioration des conditions salariales des journalistes. Il propose pour cela un plan d'urgence. On en parlera ce soir. Jean-Claude Coulibaly est notre invité de ce samedi. Bonsoir Jean-Claude Coulibaly. Bonsoir Marie-Laure. Vous avez plus de 20 ans de métier et vous avez décidé de partager votre expérience, de vous mettre au service de l'UNJCI qui, je rappelle, est la plus grande fêtière des médias ivoiriens. Et vous proposez un plan d'urgence car vous estimez que la presse va très très mal. Oui, effectivement, la presse va très mal. Vous savez que nos entreprises sont sous perfusion et nos salaires deviennent de plus en plus hypothétiques. Nous estimons qu'il est important pour nous de réagir, mais nous appelons véritablement à l'État, une forte implication de l'État pour que l'État puisse réagir. Comme cela se fait ailleurs, il y a des modèles de réussite ailleurs. Nous pensons que ces modèles-là peuvent être transposés ici pour que, effectivement, ce pays qu'est la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence et surtout à une démocratie parfaite, nous pensons qu'il ne peut y avoir de démocratie sans presse vraiment responsable et de qualité. Et vous nous en direz davantage dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Jean-Claude Coulibaly, vous restez pour le moment avec nous. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est envolé ce samedi pour New York, aux États-Unis, où il va représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la 74e Assemblée générale de l'ONU. La rencontre se tient du 23 au 30 septembre prochain. Notre pays, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 2018, attache du prix à ses assises annuelles de l'Assemblée générale. Le vice-président ivoirien qui conduit une forte délégation interviendra à l'ouverture du débat général et prendra part à d'autres rencontres. Voilà, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est accompagné d'une délégation ministérielle comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, à cette 74e Assemblée générale de l'ONU. Et pour le programme, je rappelle qu'il interviendra à l'ouverture du débat général et prendra part à d'autres rencontres de haut niveau, notamment sur l'environnement, le climat et la santé. Décryptage avec Michel Digré depuis les États-Unis. 5 sommets à l'agenda de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils portent entre autres sur les objectifs du développement durable, l'action sur le climat, le financement du développement, les soins de santé universels. Le ministre des Affaires étrangères multiplie les séances de travail pour une participation efficace de la Côte d'Ivoire à ces différentes rencontres. Le thème choisi cette année, c'est dynamiser les efforts multilatéraux, l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité et l'action contre le changement climatique et l'inclusion. Évidemment, ce sont des thèmes qui interpellent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire considère que le multilatéralisme est l'un des moyens privilégiés pour résoudre les crises dans le monde. Elle considère également que l'éradication de la pauvreté est quelque chose d'important. Vous savez que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire a beaucoup baissé depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara. L'éducation de qualité est l'une des conditions sine qua non de l'émergence, parce que ce sont les hommes qui font le développement.
et l'action contre le changement climatique. Vous savez que la Côte d'Ivoire a bien sûr ratifié son engagement par rapport au changement climatique, et puis l'inclusion, faire en sorte que le développement profite au plus grand nombre des Ivoiriens. En marge des travaux, le ministre Marcela Montano prépare la sortie de la Côte d'Ivoire du Conseil de sécurité en décembre prochain. Une sortie, ça se prépare. Ça se prépare par des événements pour marquer les mémoires, marquer les archives et faire en sorte que on n'ait pas participé pour rien pendant 2 ans. Donc nous avons pris une grande initiative principale qui est de créer une plateforme des pays francophones membres du Conseil de sécurité, une plateforme de concertation sur les questions inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. C'est nouveau et ça va marquer peut-être la présence de la Côte d'Ivoire, le passage de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. C'est l'un des événements phares de notre sortie du Conseil. C'est le vice-président Daniel Cablon-Duncan qui conduit la délégation ivoirienne aux Nations Unies. Arrivé ce samedi à New York, il entamera dès demain dimanche une série de rencontres. La première sera un panel de haut niveau consacré aux objectifs du développement durable en Afrique. Et avant de s'envoler pour les États-Unis, le vice-président Daniel Cablon-Duncan s'est entretenu ici à Abidjan avec le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. Ce dernier a entamé hier vendredi dans la capitale économique ivoirienne une visite de travail. La coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire est au menu des différents échanges, comme nous l'explique Herman Guivi. Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, reçu en audience par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale en charge des ressources humaines, est à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail auprès des autorités ivoiriennes du vendredi 20 au mardi 24 septembre. Nous venons d'échanger sur les voies et moyens permettant à notre institution, le groupe de la Banque mondiale, de donner davantage accès au cadre africain à notre institution. Comme vous savez, la Banque mondiale est une institution de développement, c'est-à-dire une institution qui accompagne les pays membres, en particulier les pays en voie de développement, à travers des instruments divers et variés, le financement, l'assistance technique, la génération de la connaissance et le partage de la connaissance pour les aider à accélérer leur marche vers le développement. Et nous savons que cela ne pourrait être possible que lorsque nous avons des cadres, donc des ressources humaines très compétentes. En l'occurrence, pour accompagner les pays africains dans leur marche vers le développement, il est important d'avoir des Africains qui connaissent les besoins du continent, la réalité sociologique, socio-économique, pour que ce développement puisse se produire et bénéficier aux populations. Donc nous avons échangé autour de cela et nous allons, pendant notre mission en Côte d'Ivoire, qui va se tendre sur 3 jours, continuer à échanger avec les autorités ivoiriennes, à discuter aussi avec les étudiants sur les opportunités qui existent dans la Banque mondiale et comment faire en sorte que les jeunes Ivoiriens puissent bénéficier de ces opportunités-là. Cette visite en Côte d'Ivoire sera marquée par la signature entre la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire le lundi 23 septembre d'une convention portant sur le programme de renforcement des capacités des cadres du secteur public, un programme phare de la Banque mondiale mis en place en 1997. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan part ce samedi 21 septembre 2019 pour New York, aux États-Unis, où il prendra part à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il y représentera le président de la République, Alassane Ouattara. De l'autre côté de la planète, à Genève en Suisse, la Côte d'Ivoire prend part à une autre rencontre sur les droits de l'homme. Il s'agit de l'examen périodique universel. La délégation ivoirienne conduite par la secrétaire d'État Aimé Zébéyou vient d'accepter 9 recommandations sur 20. Cette décision intervient après plusieurs séances de travail avec des experts chargés des questions de droits de l'homme. On en sait plus avec notre envoyé spécial à Genève, Éric Goury. 9 recommandations sur les 20 reportées viennent finalement d'être acceptées par la Côte d'Ivoire, ici à Genève. Ces recommandations portent entre autres sur les ratifications des conventions, la coopération internationale, au droit à l'éducation, à la cohésion sociale et à l'environnement.
La plupart des recommandations qui ont été adoptées ont trait aux droits de la femme et certaines au cadre normatif. Nous nous réjouissons de ce que la plupart de ces recommandations ont été acceptées par l'État de Côte d'Ivoire. Je dirais d'abord, au niveau du gouvernement, on peut apprécier les points sensibles qui ont été faites. D'abord, à travers l'acceptation de plusieurs recommandations. Le peuple ivoirien a été dignement représenté. Il y a eu une loi qui concerne la représentativité qui a été votée par rapport aux assemblées élues. Constatez que depuis quelques années, chaque fois qu'il y a un remaniement, il y a au moins une femme qui rentre. 11 autres recommandations sont notées, c'est-à-dire rejetées, pour la plupart contraires aux dispositions de la Constitution ivoirienne et à l'encontre des principes de la République. Parmi les recommandations qui ont été reportées, nous avons la recommandation qui concerne les peuples indigènes et tribaux. Et nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de peuples indigènes, tribaux et autochtones ou marginalisés. De 2015, il y a une gratuité partielle progressive jusqu'en 2025. Pour cette étape, la Côte d'Ivoire n'était pas le seul pays à faire son passage à l'examen périodique universel. Avec elle, 14 pays se sont soumis à cet examen. C'est maintenant une tradition pour la Côte d'Ivoire de se faire évaluer sur la question des droits de l'homme par l'examen périodique universel. Cette initiative des autorités ivoiriennes est la preuve du progrès notable réalisé en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et sur place ici, en Côte d'Ivoire, la région du Hounzi se prépare à accueillir le président de la République. Les élèves de cette région ont le sourire puisqu'ils ont reçu des kits scolaires. C'est la ministre Bakayoko Liramata, cadre de cette région, qui a procédé à la distribution de ces kits. Au total, 50 000 kits scolaires ont été distribués. Eugène Atoubi. Groupe scolaire Alassane Ouattara d'Imbokro. Jour de lancement officiel de la cérémonie de distribution de kits scolaires dans la région d'Hounzi. Les enfants étaient en première ligne à l'accueil de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue représenter Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les enfants heureux autant que leurs parents et l'ensemble de la communauté éducative de Dimokro de cet acte qui accompagne les élèves du primaire dans leur scolarisation. La répartition est faite suivant les besoins de chaque structure qui ont été exprimés depuis l'année dernière 2018-2019. Donc les kits que nous envoyés, c'est en fonction des effectifs des élèves. Donc chaque IEP a eu le nombre de kits par rapport aux prévisions des enfants à scolariser. Les parents évidemment doivent nous aider à assurer l'encadrement. Maintenant qu'ils ont les fournitures scolaires, donc ils doivent nous aider dans les tâches quotidiennes qui sont confiées, dédiées aux enseignants. La distribution de kits scolaires touche également les enfants des établissements primaires publics des départements de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. C'est désormais une tradition qui, cette année, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Les kits constitués selon les niveaux préparatoires, élémentaires et moyens sont accompagnés de tables bancs pour combler le déficit dans plusieurs écoles de la région. 1500 tables bancs pour la région d'Hounzi, 500 pour le secondaire et 1000 pour le primaire. Et également, près de 50 000 kits vont être distribués aux élèves. J'ai exhorté les enseignants, les encadreurs qui font déjà un travail remarquable pour que la région d'Hounzi se positionne en tête des pelotons au niveau des examens à grand tirage. Parce que l'objectif, c'est de former des ressources humaines compétentes pour accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les enfants ont dit merci au président Alassane Ouattara à travers un sketch mettant en lumière le soulagement que les kits scolaires apportent aux parents. Ils n'ont pas boudé leur bonheur d'avoir parmi eux leur maman, la ministre Liramata Bakayoko, qui les a encouragés à étudier pour leur avenir. Avant l'arrivée du président de la République dans la région du Hounzi, je vous propose de faire une incursion dans le secteur de l'EVA-culture, activité en plein essor dans le Hounzi grâce à une société privée. 4 000 hectares exploités entre Dimokro et Bokanda, ce qui donne de l'espoir aux populations vu les nouvelles perspectives d'investissement, comme nous expliquent Jean-Luc Bambo et Clément Boko. Des plantations d'EVA qui s'étendent à perte de vue. Ne vous y trompez pas. Nous ne sommes pas dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire, mais à Kangrassou-Yebouebo, à 10 km de Dimbokro. C'est dans cette zone, jadis réputée
hostile à l'EVA-culture que la société SRCI a décidé de s'implanter. Pour implanter l'EVA sur n'importe quel sol, il faudrait faire des études. Ici, par exemple, la pluviométrie est différente du sud. Donc, il suffit de suivre la pluviométrie, la plante s'adapte et puis ça marche. Sur ce site, ce sont 500 hectares d'EVA qui sont mis en exploitation. La société exploite au total 4000 hectares dans les départements de Dimbokro et Bokanda. Le pari était qu'on voulait d'abord avoir les grandes surfaces. Vous voyez, nos champs ici, c'est minimum 300 hectares. Or, ces superficies, on ne peut pas les voir en zone forestière. Donc, il fallait venir d'ici, où on a des grandes superficies. Et vraiment, la population aussi a quitté la région pour aller à Soubré ou autre, la Gota d'Ivo. Or, ici, avec ces grandes superficies, nous avons d'abord fait l'étude du terrain, ensuite fait l'agriculture. Un investissement qui contribue à la lutte contre la migration des jeunes vers d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Par rapport à nos jeunes qui allaient, et aujourd'hui d'autres sont encore sceptiques, se disent est-ce que ça va réussir. Si vous voyez, d'autres ne veulent pas travailler, se disaient que ce projet-là, ça va prendre un coup. Parce qu'on ne pense pas réussir. Aujourd'hui, quand d'autres arrivent, qui ont fait au moins 2 ans, 3 ans à l'extérieur, hors de leur zone, quand ils arrivent, ils sont étonnés. La société a employé jusqu'à 500 personnes dans ses débuts. Tous ou presque sont originaires des villages environnants. Des jeunes qui sortent ainsi de la précarité. Depuis que l'usine Lutexi est tombée, vraiment, l'avènement de ce projet, en tout cas, nous a fait changer de cas de vie. Personnellement, je tire le chapeau à cette structure parce que dans la région, personne n'y croyait que l'EVA allait réussir. Mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Ça nous a permis, nous autres jeunes qui sommes sur place, à ne pas se promener, aller dans basse-côte de ville en ville, de village en village. Avant, je partais en ville pour être servante. Et puis, dès que je suis arrivée ici, j'ai arrêté ce côté-là parce que je vois que c'est mieux d'être ici. Parce que j'arrive à pouvoir mes besoins, j'arrive à scolariser mes enfants et puis m'occuper de ma petite famille. À la tête de cet investissement à Dimbokro, Sosten Kofi, l'homme d'affaires, ne veut pas dormir sur ses lauriers. Pour la région d'Inzi, il rêve encore plus grand. Notre projet est sur 3 phases. La première phase, c'est l'investissement dans notre propre plantation, exploitation agricole. Et à la suite de cela, nous allons implanter une usine de conditionnement et de transformation pour l'exploitation. Et la 3e phase, ça sera de participer au développement économique en aidant des villageois qui aimeraient vraiment s'investir dans l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la phase de plantation villageoise. Premier bouc du cacao en Côte d'Ivoire, la région d'Inzi se cherche un autre leader agricole. Outre l'EVA, la société a investi dans d'autres spéculations agricoles comme l'anacade, le manioc ou le riz. On poursuit notre voyage agricole dans ce 20 heures. Intéressons-nous à présent aux semences qui assurent un surplus de production de l'ordre de 20 à 30% et contribuent à une meilleure valorisation des intrants. Mais il y a problème, c'est qu'en Afrique, le secteur est sous-exploité. Pour trouver donc une solution, les experts semenciers se sont retrouvés ici à Abidjan pour affiner leurs idées et arrêter des stratégies. Noël Nyagno. Gagnoa, la capitale du Gor, une zone de production de riz. Ils sont 500 riziculteurs à alimenter le marché. Leur difficulté majeure, le manque de semences. La semence même en tant que telle, même disponible en stock, pose un problème. Nous essayons de faire avec parce que quand on arrive sur une parcelle qu'on voit que le riz est homogène, la variété que la personne a est homogène, on négocie et puis on reprend cette variété-là pour cultiver. Au-delà des producteurs de riz de Gagnoa, le mal traverse toute l'Afrique. Bien que la semence contribue à accroître la productivité de près de 40%, actuellement, il n'y a qu'à peine 10% des semences utilisées par les producteurs qui sont des semences de qualité certifiées. Plus de 80% des semences que utilisent nos producteurs sont des semences qu'on appelle des semences de tout venant. Comment résoudre cette équation capitale du monde agricole et produire de sorte à nourrir les populations africaines qui croissent et qui s'urbanisent? Des experts sémenciers d'Afrique sont en conclave ici à Abidjan pour cerner toute la problématique de ce secteur complexe. Ce qui sort de la recherche, c'est une petite quantité.
cette petite quantité a besoin d'être multipliée et c'est là le pic. Et ça, c'est un processus qui est intégré. Il faut produire suffisamment, il faut distribuer. Troisième élément, c'est le coût. Il faut que, il est vrai même quand la semence est là, le producteur voit. Si c'est trop cher, il ne peut pas l'acheter. De l'avis de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il faut rendre le secteur sémencier économiquement viable. Le fin fond du problème, c'est créer des opportunités économiques à des acteurs nouveaux qui puissent s'insérer et fournir des semences améliorées aux agriculteurs. Il y a un autre facteur aussi très important, c'est de sensibiliser le monde agricole sur l'importance de la maîtrise des intrants agricoles. À cela, il faut associer le partage d'expériences pour mutualiser les acquis. 72 heures, voilà la durée de cette rencontre stratégique pour le secteur sémencier d'Afrique à l'initiative de l'Union africaine. Il y a un grand défi pour le continent africain aujourd'hui, c'est de lutter contre la malnutrition qu'on voit de plus en plus dans les milieux sur le continent africain, particulièrement chez les enfants, et aussi de lutter contre la faim. Et la solution, c'est d'améliorer les performances dans le domaine de l'agriculture. Et on ne peut pas atteindre cet objectif si on ne dispose pas de semences bien sélectionnées. Cette rencontre prendra fin avec des perspectives pour le secteur sémencier, donc pour la performance de l'agriculture africaine. Dans l'actualité également, une tournée de sensibilisation des grands commandements de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police nationale a eu lieu dans les casernes militaires et de la police relativement à l'incident entre une poignée de militaires des forces spéciales et des éléments de la police nationale. Message véhiculé, le retour à la cohésion, à l'entraide et à la fraternité d'âme, valeurs qui caractérisent les forces de défense et de sécurité. Je vous propose l'intervention du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Il appelle les soldats au calme et à la retenue. Personne ne peut comprendre que plutôt que d'être solidaires, nous soyons en train de nous bagarrer ou de faire des palabres entre nous. Nous vous demandons à cet instant précis de taire les incompréhensions qui sont survenues avec vos frères d'armes, les militaires, les forces spéciales, qui sont vos frères d'armes, parce que si demain, notre pays est en difficulté face à une agression quelconque, c'est ensemble, je dis bien ensemble, vous, policiers, nous, gendarmes, eux, militaires des forces spéciales et des autres armées, que nous allons nous tenir la main pour repousser cette agression. Et on prend aussi la paix sur le terrain politique avec l'AS RHDP, Action Santé Sociale du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'AS RHDP vient de lancer officiellement ses activités à Bingerville. Il a été question de paix, mais aussi de sensibiliser les populations sur les problèmes de santé et du social. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté pour vous par Kolo Koulibaly. Rassembler, unir et créer une plateforme pour toutes les ressources humaines intervenant dans le secteur de la santé et du social. Mener des actions et sensibiliser les populations, faire des propositions en faveur de la santé et du social. Telles sont les missions que s'est assignée l'AS RHDP, entendez, Action Santé Sociale du RHDP. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de lancement de ce mouvement politique, avec pour particularité l'installation symbolique de Djeneba Ouattara comme présidente. Nous comptons sensibiliser la population sur les questions de santé, des questions sociales, les informer également sur tout ce que le gouvernement fait dans ces domaines-là, également leur apporter notre soutien. Nos objectifs, mobiliser tous les agents du secteur de la santé et du social pour accompagner le gouvernement dans son programme social qu'il a mis en place et permettre des résultats très positifs. Le ministre Sidiki Konaté, parrain de la manifestation, a exhorté ses filleuls à cultiver l'esprit de l'amour, du rassemblement et du développement. Nous allons donc vers tous les secteurs qui s'organisent déjà dans ce sens pour que nos responsables et militants RHDP qui sont dans ces différents secteurs puissent donc s'organiser pour en tout cas travailler intensément
afin de faire en sorte que les idéaux du RHDP puissent avoir de bons échos dans leurs organisations. Les membres de l'AS RHDP sont du secteur de la santé et du social. Ils disent être rassemblés et unis dans le but d'apporter leur contribution au programme social du gouvernement et de venir en aide aux populations pour vivre ensemble dans le bien-être. Toujours sur la scène politique, de son côté, la jeunesse du Front populaire ivoirien a entamé ce samedi son premier congrès extraordinaire placé sous le thème « Une jeunesse dynamique pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 ». La rencontre se tient sur 2 jours avec à la clé l'élection du nouveau secrétaire général national en remplacement de Konaté Navigué en poste depuis 2011, Alexis Ouedraogo. Premier congrès extraordinaire de la jeunesse du Front populaire ivoirien ce samedi, placé sous le thème « Une jeunesse dynamique pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 ». La rencontre verra dimanche l'élection du nouveau secrétaire général national en remplacement de Konaté Navigué en poste depuis 2001. Le président sortant de la jeunesse du parti s'est dit heureux du renouvellement de l'instance. Il n'a pas manqué de saluer le président du parti. Le temps est arrivé où nous devons, malgré nos divergences, nous lever au-dessus de nos contingences pour créer une véritable force alternative à notre société. C'est de cette façon et de cette unique façon que nous pourrons nous réhabiliter. Car faute de cela, dans la chaîne générationnelle, les générations futures ne comprendront pas comment et pourquoi la nôtre a pu canoniser l'histoire telle que léguée comme héritage. Invité au pupitre des allocutions, Pascal Affinguesson n'a pas manqué de se prononcer sur l'actualité politique, rappelant la force du dialogue qui permet aujourd'hui au FPI de siéger à la commission électorale indépendante dans sa nouvelle formule. Il a signifié l'importance du rassemblement. Pour être une jeunesse dynamique, pour être la force spéciale, pour être l'unité d'élite du parti, la JFPI doit se donner une nouvelle direction, une nouvelle organisation, une nouvelle mentalité. Sa mission sera de faire gagner le FPI en 2020. Pascal Affinguesson appelle la jeunesse du FPI à l'unité et à l'amour du travail. Notons que 3 candidats sont en lice pour la présidence de la jeunesse du FPI, Honora Djanoué, Ferdinand Lia et Guillaume Vavi. Voilà la jeunesse du Front populaire ivoirien qui est donc en congrès pour remplacer Konaté Navigué en poste depuis 2001 à la tête de la jeunesse du Front populaire ivoirien, FPI. Hors de la Côte d'Ivoire, le président tunisien déchu Ben Ali a été inhumé aujourd'hui à Médine, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Une partie de sa famille recevra par ailleurs des condoléances demain dimanche à Tunis. Chassé par la rue le 14 janvier 2011, Ben Ali est décédé jeudi dernier en Arabie Saoudite où il était en exil. Il a dirigé la Tunisie durant 23 ans. Et nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture. C'est une émission que vous aimez, Variétoscope, de retour. L'émission de vacances de la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI a connu son apothéose hier vendredi au Palais de la Culture de Trècheville. 5 groupes étaient en lice et c'est les Étoiles d'Iguémont qui sont sortis vainqueurs. C'est le choix du jury et du public venu massivement s'égayer après 4 manches éliminatoires. Issa Tchonayeo. Palais de la Culture de Trècheville. Les lampions s'éteignent sur la finale 2019 de Variétoscope, l'émission phare de ces vacances. Mais avant, au coup d'envoi, 5 groupes sur 16 empruntent le sprint final de la compétition. Dalal de Bon, Achikadui Danyama, l'Étoile d'Iguémont, Bademanfla, Samatigila et le Waraba de Grand Bassam. En régie, l'équipe de production du NG10 veille au grain et est à la tâche. Chez le danseur, acteur et narrateur de chaque groupe, on s'affronte dans le respect des règles. Belle initiative de la RTI. Félicitations au directeur de la RTI. Félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé au retour de Variétoscope. Non, je pense que c'est la jeunesse ivoirienne qui gagne.
C'était une belle compétition. Vous voyez, les jeunes sont contents. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le public en liesse ne boude pas son plaisir devant la chorégraphie endiablée et les interprétations de faits historiques. Après une âpre compétition, les étoiles du Guémon, à l'unanimité du jury et du public, sortent vainqueurs de l'épreuve. C'est Dieu qui a permis aujourd'hui qu'on puisse avoir ce trophée. Dire merci au président du conseil général du Guémon, en l'occurrence M. Seredo, qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans cette lourde tâche. Ce retour de Variétoscope, 10 ans après, est apprécié par les personnalités. On voit une compétition de très grande qualité, avec des groupes bien préparés. Et nous voyons ne serait-ce que les faits historiques, les narrateurs, la chorégraphie. Vraiment, c'est du grand art. Je voudrais profiter pour dire que Variétoscope, c'est la chaîne de génération. C'est la RTI d'il y a quelques années, c'est la RTI d'aujourd'hui, c'est la RTI de demain. Parce qu'on retient trois choses essentielles. La première, c'est que c'est le grand retour de Variétoscope après près de 10 années d'absence. Donc, c'est vraiment le grand combat. Félicitations donc à toute l'équipe de la RDI, au directeur général M. Nambélé et à toute l'équipe de Barthélémy Inabo. Vous savez l'attachement que le Premier ministre personnellement a pour cette jeunesse. D'ailleurs, c'est cette raison qui l'a motivé à accepter donc de parrainer cette activité. Et ensuite, Variétoscope, c'est aussi une plateforme qui permet de célébrer l'excellence. Et le Premier ministre estime que l'excellence doit être au cœur de toutes les actions, mais surtout au cœur des initiatives de cette jeunesse. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a offert plus de 10 millions de francs CFA aux compétiteurs. En plus de cette somme, il a remis une ambulance aux étoiles du Guémon, vainqueur de l'épreuve 2019 de Variétoscope. Et rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle édition. On en arrive à l'entretien avec notre invité ce soir. Nous l'avons dit, nous faisons une incursion dans le secteur des médias et notre invité est Jean-Claude Coulibaly, nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. On vous retrouve, Jean-Claude Coulibaly. Alors, vous avez été investi hier vendredi avec votre équipe à la tête de l'UNJCI pour un mandat de 3 ans. Je vous propose de revivre ce moment qui vous a marqué. Votre discours a marqué également l'auditoire. On va revivre cet instant avec notre reporter Didier Nguessan et on en reparle. Élu le 14 septembre dernier, Jean-Claude Coulibaly vient d'être investi président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire pour les 3 prochaines années. Lui et son conseil exécutif ouvrent de nouveaux chantiers en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Le nouveau président de l'UNJCI annonce dans les semaines à venir l'organisation d'un séminaire qui permettra d'établir un plan d'urgence de sauvetage pour une presse responsable et de qualité. Le parrain de la cérémonie d'investiture, Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, exhorte les journalistes à dépassionner leur plume afin de mieux jouer leur rôle de garant de la démocratie à l'aube de l'élection présidentielle de 2020. Outre le conseil exécutif, le nouveau conseil d'administration, présidé par Kolo Coulibaly, a également été investi. Alors Jean-Claude Coulibaly, le renouvellement des instances de l'UNJCI met fin au 10e congrès ordinaire qui s'est mué en congrès extraordinaire, qui s'est soldé par votre élection. Dites-nous dans quel état d'esprit vous prenez les commandes du navire UNJCI que vous ont confié les journalistes de Côte d'Ivoire. Dans un état d'esprit d'espoir, d'abord, un état d'esprit d'espoir parce que, voyez-vous, ça a été dans l'histoire de l'UNJCI l'élection la plus longue. Et je pense qu'au bout, il y a la légitimité et c'est ce qui est important. L'espoir parce que nous pensons qu'il est important pour nous, en tout cas, de sonner le tocsin du rassemblement, le tocsin de l'entente et de l'union. Parce que les défis qui nous attendent sont très immenses. Donc nous devons véritablement nous mettre au travail, les uns les autres, et penser les plaies, en tout cas, de cette période électorale, et faire en sorte que, en tout cas, l'image de la presse ivoirienne soit redorée. D'accord. Alors, lors de votre discours d'investiture, vous avez affirmé que nos rédactions sont sous perfusion. Vous l'avez déclaré également à l'entame de ce journal. Les salaires sont même incertains. Nous sommes des chômeurs en puissance. Alors, vous n'avez pas voilé les mots pour décrire la condition sociale des journalistes.
Oui, parce que c'est un secret de polichinelle que, en tout cas, le monde des médias va mal en Côte d'Ivoire. Et vous savez que nous sommes dans une sorte d'impasse. Et c'est un peu difficile, en tout cas économiquement parlant. Nos entreprises de presse ont du mal véritablement à payer les salaires et même à fonctionner. Nous sommes pratiquement tous au bord de la banqueroute. Donc il est important, en tout cas, de chercher des sources de financement. À quoi est due cette situation? C'est dû au fait qu'il y a d'abord, notamment, on ne va pas en tout cas éluder la question de la gestion et aussi au niveau même du traitement de l'information qui pose aussi problème. Mais ce qui importe actuellement, c'est le contexte mondial. La grisaille pour laquelle fonctionne aujourd'hui toute la presse dans le monde entier. Vous savez qu'avec le numérique qui prend du champ, et les recettes au niveau des ventes, les recettes au niveau de la publicité sont en train de s'effriter. Et donc, vous savez que c'est les deux, en tout cas, principales recettes, les deux principales ressources pour toute entreprise de presse. Donc, il est important que nous trouvions d'autres sources de revenus. Ailleurs, il y a eu une anticipation à ce niveau. Et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, il est temps que nous puissions anticiper pour donner un remède durable, en tout cas. Et quel est ce remède? Ce remède est simple. Vous voyez, il y a, comme je l'ai dit en entame, qu'il y a des modèles de réussite. En France, il y a 4 subventions, par exemple, à la presse. La dernière subvention qui a été adoptée en 2012, en tout cas, parle de la subvention sur la diversification des entreprises de presse. En Côte d'Ivoire, nous avons une subvention qui oscille entre 500 millions et 800 millions. Et nous estimons que la Côte d'Ivoire, c'est la première puissance économique de l'UEMOA et la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Des pays comme le Burkina, par exemple, octroient à la presse 1,1 milliard, c'est-à-dire 400 millions pour une subvention, en tout cas directe, et 700 millions pour la dotation qu'on donne au fonds d'appui et d'aide à la presse. Donc, quand vous faites le cumul, ça fait 1,1 milliard, alors que le Burkina est un pays qui est compté parmi les pays les plus pauvres de la planète. Nous allons parler du Sénégal, par exemple, au niveau du guichet unique, qui a 3 milliards, qui donne 3 milliards 660 millions de francs CFA à la presse. Le Ghana, c'est 4 milliards. Donc, au niveau nous de la pensons que ces pays-là ne sont pas plus nantis que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est la locomotive, en tout cas de la sous-région, doit faire mieux pour sa presse. Et qu'est-ce que vous entendez? Vous avez proposé hier dans votre discours, on l'a entendu, vous proposez que l'État octroie 0,01% de son budget à la presse, une subvention directe. Oui, nous pensons qu'avec cette subvention, 0,01%, ça fait 8 milliards. 8 milliards de francs CFA. Puisque nous sommes actuellement avec le budget annuel de l'État, nous sommes à plus de 8 milliards. Donc, quand vous faites 0,01%, vous constatez que en fait, ça fait 8 milliards de francs CFA. De francs CFA. Mais 8 milliards, pourquoi faire? Pour faire en sorte que les entreprises de presse soient stabilisées et que le salaire des journalistes soit garanti. Mais ce n'est pas de l'argent que nous demandons comme de l'aumône de la charité. C'est pour qu'il y ait une presse responsable et de qualité. Parce qu'on ne peut pas demander à la presse d'être responsable. Et puis en même temps, on voit que cette presse-là n'est pas dépendante économiquement. On ne peut pas demander à un enfant, par exemple, qui dort dans le salon de son père, d'être responsable. Il y a un problème. Si nous voulons que la presse soit responsable, on ne lui donne pas les moyens. Si nous voulons que la presse soit responsable, nous pensons que ça commence d'abord par l'indépendance économique des journalistes. Si les journalistes sont indépendants économiquement, vous allez voir qu'il y aura l'amélioration. Si la contradiction principale, qui est la subvention directe qu'on nous réclamons, c'est-à-dire les 8 milliards sont octroyés, vous allez voir que l'indépendance de la presse, la responsabilité des journalistes, le respect de la convention collective et le respect de l'éthique et de la déontologie, toutes ces contradictions secondaires vont mourir d'elles-mêmes. Et surtout que nous sommes à l'aube de l'élection présidentielle. Absolument, bien sûr. Cette subvention ne se fera dans un cadre formel. Ailleurs, où ça se pratique, eh bien, il y a une commission paritaire qui s'occupe, par exemple, de la clé de répartition. Cette commission paritaire est composée du patronat, composée des syndicats des journalistes, composée des organisations professionnelles des médias, du ministère de l'économie et des finances et du ministère de la communication et des médias. Et c'est sous tout cet argent se fait, c'est-à-dire la gestion de cet argent se fait sous le contrôle de la Cour des comptes. Et vous avez 3 ans. Parce que ce sont des fonds publics. Nous avons 3 ans. Pour mettre en œuvre tout ce programme
effectivement, que malheureusement, le temps nous persécute, on n'aura pas le temps de tout déballer, mais vous avez 3 ans, les journalistes de Côte d'Ivoire vous regardent, Jean-Claude Coulibaly regarde toute l'équipe pour voir comment les conditions des journalistes seront améliorées. Alors, l'un des événements phares pour terminer rapidement organisé par l'UNJCI, c'est la Nuit des Ébonies, soirée d'excellence qui consacre les meilleurs journalistes de l'année. Le pari sera tenu cette année, nous sommes en septembre. Oui, avant de répondre rapidement à ces questions, je vais rendre hommage à mon prédécesseur, MT. En 20 secondes. Moussa. En tout cas, elle a fait le grand travail. Si nous avons l'acte aujourd'hui de naissance de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, c'est bel et bien grâce à elle. Elle a fait un travail formidable. Nous allons entrer dans cette continuité. Nous allons continuer son œuvre, mais tout en corrigeant ce qui est à corriger. Mais pour ce qui est des Ébonies, rassurez-vous, nous allons tenir le pari. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Claude Coulibaly. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir, page qui a fait une incursion dans les médias, donc dans la presse. Merci de nous avoir éclairé sur votre vision et votre plan d'action à la tête de l'UNJCI. Nous vous souhaitons bonne chance et surtout très bon mandat pour une presse de qualité. Vous l'avez dit, une presse libre, surtout épanouie en Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. On retient que le journaliste a le pouvoir de faire décider. N'oublions surtout pas, la presse contribue à l'éveil de conscience dans notre pays. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur RTI 1.